Braves gens, bonsoir, ou rebonsoir, ou bonjour, parce que si vous êtes sur YouTube, peut-être que vous regardez ça à 6h du matin. Quelle idée! Évidemment, laissez un commentaire si vous regardez à 6h du matin. Je suis fatigué, moi. Ici, il n'est pas 6h du matin. Remarquez qu'à 6h du matin, je serai fatigué aussi. Mais c'est un détail. Braves gens, bonsoir, et bienvenue dans Horrifiques Histoires. Braves gens, ce soir, je vais donc vous lire Vastarienne, une nouvelle de Thomas Ligotti, traduite en français par Anne-Sylvie Aumassel. Braves gens, bonne écoute. Au cœur des ténèbres de son sommeil, quelques lumières apparurent, telles des bougies dans une cellule close. Lueurs vacillantes, sourdes, dont la source n'était pas perceptible. Cela lui permit cependant de découvrir nombre de formes sous les ombres. Hautes bâtisses aux pignons inclinés vers la chaussée, larges bâtisses dont les façades épousaient les courbes d'une rue, sombres bâtisses dont les fenêtres et les portes bâillaient de guingois, comme des tableaux mal accrochés. Et même s'il était incapable de se localiser dans ce paysage, il sut où ses rêves l'avaient mené une fois de plus. Et tandis que les immeubles tordus se multipliaient sous ses yeux, il développait avec chacun d'entre eux une relation intime, une connaissance particulière des espaces qui les séparaient, des rues qui se levaient autour de leur masse. Il se retrouvait familier des profondeurs de leurs fondations, dans lesquelles une vie obscure semblait se perpétuer, civilisation prisonnière d'échos qui fleurissait dans les murs gémissants. Mais lorsqu'il voulait explorer ces intérieurs, les difficultés commençaient. Escaliers qui dérivaient vers des lieux inutiles, ascenseurs à barreaux qui imposaient des arrêts non désirés à leurs passagers, frêles échelles parcourant des labyrinthes de trappes et de conduits, sombres artères et valves d'un organisme monstrueux et pétrifié. Chaque recoin de ce monde rouillé grouillait d'alternatives, ce qu'il n'ignorait pas, bien qu'elles dussent être choisies à l'aveugle en un lieu où l'on n'appréhendait ni conséquences, ni hiérarchie des possibilités. Car l'on pouvait trouver là une chambre dont le décor dégageait une sérénité désolée, de nature à charmer le visiteur, lequel ne découvrait qu'ensuite certaines silhouettes enchâssées dans le velours des meubles. Elles ne bougeaient ni ne parlaient, se contentant de fixer. Mais comprenant que ces mannequins fatigués se sont accordés par le repos un luxe étrange,
le dit visiteur doit peser sa décision. Rester ou partir. Fuyant le charme cloîtré de ces pièces. Son regard à présent errait dans les rues de son rêve et scrutait les altitudes par-dessus les toits pentus. Les étoiles ne lui semblaient guère plus que des flocons de cendres argentées pleuvant des bouches de cheminées immenses, collés à quelques sombres et denses objets flottants par-dessus le paysage. Une présence matérielle, avachie et voûtée, presque courbée sur l'horizon. Il lui sembla que certaines hautes tours éventraient presque cette noirceur ballante, se dressant vers la nuit pour atteindre au point le plus éloigné du monde du bas. Et, vers le faîte d'une de ces tours les plus élevées, il aperçut de vagues silhouettes qui se mouvaient, fiévreuses, devant une fenêtre illuminée, gesticulant, s'adossant à la vitre, tel un théâtre d'ombre saisi par l'ardeur d'une folle discussion. Son regard se faufila lentement dans les ruelles inextricables, comme porté par un paresseux courant d'air. Des vitres obscurcies reflétaient les rayons de lampadaires aux formes grotesques. D'autres, illuminées, révélaient des scènes étranges qu'il fallait abandonner bien avant que leur complet mystère submergeât le voyageur dans son rêve. S'aventurant en des quartiers plus lointains, il vola au-dessus de jardins désordonnés, de portails bancals, dériva le long d'une palissade aux planches pourries qui semblait vaciller au bord d'un gouffre, et enjamba des ponts sous lesquels tourbillonnaient de noirs canaux. Non loin d'un certain carrefour, lieu d'une clarté et d'une immobilité surnaturelle, il vit deux silhouettes à la lueur cristalline d'une lanterne encastrée dans les hauteurs d'un mur de pierre sculpté. Leurs ombres étaient de parfaites colonnes de noirceur, se détachant sur la chaussée livide. Leurs visages, deux masques pâlis cachant de puissants complots. Elles semblaient, ces silhouettes, avoir une vie propre, distincte de celle de leur observateur, dont elles n'étaient même pas conscientes. Lui ne souhaitait que vivre avec ces spectres, partager leurs rêves et rester en ce lieu qui ne devait rien à la matérialité de l'existence. On ne pourrait jamais le forcer d'abandonner ce monde de merveilles capricieuses à ce qu'il semblait. Jamais.
Victor Quérion se réveilla dans un bref spasme de tous ses membres, comme s'il avait maladroitement tenté d'interrompre sa chute dans un gouffre imaginaire. Il garda les yeux fermés un moment, espérant préserver l'euphorie du rêve en pleine dissolution. Il finit par cligner une ou deux fois des paupières. Le clair de lune qui brillait par la fenêtre sans rideau lui offrit la vision de ses bras tendus, de ses mains gauchement agrippées au bord du matelas, pourvues d'une housse. Il relâcha son étreinte, se remit sur le dos, puis, à tâtons, trouva l'interrupteur qui pendait au-dessus de son lit. Apparut une petite chambre, sommairement meublée. Il se remit sur son séant et tendit la main vers la table de nuit en métal peint. Entre les interstices de ses doigts, il aperçut la reliure gris pâle d'un livre, les lettres sombres embossées sur sa couverture. V. S. R. N. Il retira brusquement la main, sans effleurer le volume. L'ivresse magique du rêve avait disparu, et il craignait ne pas pouvoir la retrouver. Se dégageant de ses draps grossiers, il posa les pieds sur le sol froid, les coudes sur ses cuisses, les mains mollement croisées. Il avait les yeux et les cheveux pâles, le teint plutôt gris, évoquant la couleur de certains nuages, celle aussi de longues séquestrations. Quelques pas seulement le séparaient de l'unique fenêtre. Il s'abstint de s'en approcher, n'y jetant pas même un regard. À cette heure de la nuit, il savait exactement ce qu'il pourrait y voir. Haute bâtisse, large bâtisse, sombre bâtisse, semie de lumière et d'étoiles, mouvement léthargique dans les rues en contrebas. En plus d'un point, la ville du dehors ressemblait à l'autre lieu, à présent si lointain à ses yeux, si difficile d'accès. La similarité, cependant, n'existait qu'en sa vision intérieure, dans les images qui lui revenaient lorsqu'il baissait les paupières ou regardait dans le vague. Il eût été malaisé d'imaginer un être pour lequel ce monde-là, dont la forme nue s'offrait à ses regards, représentait un paradis désirable. À présent, debout à la fenêtre, les mains enfoncées dans les poches d'un peignoir de toile rêche comme du papier, il se rendit compte qu'il manquait quelque chose au paysage. Une qualité essentielle refusée aux étoiles comme aux rues, une vertu mystérieuse nécessaire à leur salut. Quoique imprononcé, cet adjectif « mystérieuse » résonna dans la chambre. En ce lieu et à cette heure, Quérion put identifier distinctement cette paradoxale absence, cette qualité manquante. C'était l'élément d'irréalité, ou plutôt d'une réalité si saturée de sa propre présence qu'elle était d'un bond passée dans l'irréel. Tel était le sanctuaire secret de Victor Quérion, membre de la secte infortunée de ceux qui pensent que la seule force de ce monde réside dans sa capacité d'évoquer, à certains moments, un autre univers. Malgré tout, ce que Quérion scrutait à présent de sa haute fenêtre
ne pouvait être que le double spectral le plus ténu de cet autre lieu, rien de plus qu'une obscure imitation de l'anatomie de ce rêve magnifique. Et même s'il y avait parfois des moments où l'on pouvait s'y tromper, des instants spécifiques où triomphait un certain talent pour le déguisement, la copie n'atteignait jamais à la perfection, ni à la permanence. La somptueuse irréalité de Vastarienne n'était jamais vraiment mise au défi. Là-bas, chaque formation en suggérait 1000 autres, chaque son engendrait des échos sans fin, chaque mot créait un monde. Nulle joie, nulle épouvante ne pouvait égaler les sensations abyssales et vibrantes dispensées par cet ailleurs, cette retraite ensorcelante où toutes les expériences mêlaient leurs fils, tissant d'extraordinaires étoffes de sensations parcourues par les fins et sombres dessins de motifs infinis. Car tout, dans l'irréel, touche à l'infini. Et dans Vastarienne, tout était irréel, sans lien aucun avec les restrictions de l'existant. Ces recoins les plus humbles revendiquaient d'eux-mêmes cette vérité. Y avait-il, dans l'ennuyeuse réalité, quelque chose, quelque endroit qui pût évoquer les images étranges et florissantes du rêve ? Alors, tandis que son regard se concentrait sur un quartier lointain, il se souvint du lieu qui lui avait ouvert la porte vers le domaine si longtemps désiré des sublimes dévastations. The atomic bomb. 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 7. 7. 6. 6. 5. À voir l'entrée, modeste, on ne pouvait deviner ce que l'endroit recelait. Un rectangle de verre crasseux enchâssé dans un autre rectangle de bois éraflé, branlante porte engoncée dans un mur de briques, au bas d'un escalier, en contrebas d'une rue minable. On la poussait sans mal, formalité délicate entre le monde du dehors et la boutique souterraine. On se retrouvait dans une pièce de forme vaguement circulaire, qui ressemblait davantage à la réception d'un vieil hôtel qu'à une librairie. Les murs étaient tapissés d'étagères chargées de livres, dont les sections étaient jointes les uns aux autres de manière à former un polygone à 11 côtés, ou plutôt 12, ce dernier étant constitué par une grande table. Au-delà de ce comptoir, d'autres étagères, si longues qu'elles se perdaient dans les ombres. Ce fut par les rayonnages les plus éloignés du 12e côté que Victor Quérion commença son exploration des étagères. Leurs étalages de reliures rougeoyantes étaient si prometteurs,
semblable aux vestiges d'un automne luxuriant. Il ne tarda cependant pas à se sentir trahi. La librairie des grimoires fut dépouillée de son mystère et ne resta aux yeux de Quérion qu'une simple exhibition de charlatanerie. Il était l'artisan de sa propre désillusion. S'il se soumettait constamment au décalage entre ce qu'il espérait trouver dans ce genre de maison et ce qu'il y trouvait réellement, c'était sa seule faute. En vérité, c'était une croyance guère étayée, celle qui lui faisait chercher des arcanes d'un genre en tout point différent de celles qu'exhibaient les livres étalés devant lui, tous souillés d'une réalité obscène. Les autres mondes décrits dans ses ouvrages n'étaient que des annexes du sien, imposteurs d'une irréalité authentique qui était le seul salut de Victor Quérion. Et c'était cette destination qu'il cherchait, et non ces manuels qui le guidaient vers d'inutiles contrées, enfers ou paradis, qui n'étaient que de simples prétextes pour atteindre le réel par des voies détournées et si vautré. Quérion, lui, rêvait de volumes obscurs qui ne prêchaient pas les catéchismes de cette terre, se contentant de tracer par le moyen d'un méticuleux dérèglement les contours d'une liturgie ténébreuse du spectral et de ses rites de rédemption. L'absolu de Quérion, élire domicile dans les ruines de la réalité. Et l'existence d'une représentation livresque de ce rêve semblait défier toutes les probabilités. Non, nul sans doute n'avait restitué cette vision en une Bible délirante qui causerait le malheur de toutes les autres. Une écriture qui commencerait par l'annonce de l'Apocalypse et finirait avec le naufrage de toute création. Il avait pourtant, dans certains livres, découvert des passages qui se rapprochaient de cet idéal, suggérant au lecteur, d'un ton qui n'était pas loin de la remontrance, que les pages qu'il avait sous les yeux allaient lui proposer une vision venue du gouffre et jeter une lueur hésitante sur de lugubres hallucinations. Devenir le vent au plus profond de l'hiver et hurler la défaite de tout ce qui demeurait dans la chaleur et la lumière. Ainsi, parfois, débutait un poème dans quelques volumes d'Ésotérica. Bientôt, hélas, le visionnaire égaré se rétractait, renonçant au vol promis au-dessus des paysages sans chair du non-être, offrant peut-être des excuses pour cette adoration provisoire de l'irréel. L'ouvrage alors se tournerait vers des thèmes éculés, révélerait sa véritable finalité en œuvrant dans la peine à cette ambition la plus futile, la plus profane d'entre toutes. Le rêve de l'obtention d'un bien sans souillure, accompli avec l'aide servile de la connaissance mystique. La vision d'une désastreuse illumination
était évoqué au passage pour être aussitôt rejeté. Demeurait invariablement une métaphysique aussi systématiquement vulgaire et dégradée que le monde qu'elle se proposait de transcender, mode d'emploi balisant la voie vers un hypothétique état de gloire sans tache. Et ce qui demeurait invariablement perdu était la révélation suivante. Rien ne s'était jamais achevé par la gloire. La fin survenait toujours dans l'épuisement, la confusion et l'ordure. Néanmoins, le moindre ouvrage qui pût contenir ne fût-ce qu'une allusion trompeuse à l'absolu parfaitement excentrique de Victor Quérion était de nature à le satisfaire. Attirant l'attention d'un libraire sur quelques pages de l'un de ses livres, il bredouillait. « Je m'intéresse à un domaine particulier. Peut-être allez-vous voir... En fait, je me demande... Auriez-vous connaissance d'autres... Comment dirais-je... sources que vous pourriez me recommander, qui pourraient m'aider dans mes recherches, lesquelles... » Il lui arrivait parfois d'être aiguillé vers une autre librairie ou le propriétaire d'une collection privée. Parfois même, le malentendu fut si complet qu'il se retrouva aux marges de sociétés consacrées à des entreprises d'une nature strictement satanique. La librairie, dont Victor Quérion parcourait maintenant les rayons, n'était que la diversion la plus récente dans une recherche qui ne progressait pas. Il avait appris à se montrer plus prudent et s'efforçait de perdre le moins de temps possible dans ses recherches préliminaires. Pour ce faire, il feuilletait les volumes les uns après les autres, avec la plus grande concentration. Plongé qu'il était dans le survol de ses bavardages, il ne put que sursauter en entendant un inconnu s'adresser à lui d'une voix d'enfant. « Vous avez vu notre ami ?» demanda la voix. Victor Quérion se retourna sur l'intrus. C'était un homme d'assez petite taille, vêtu d'un pardessus noir. Sa chevelure, tout aussi sombre, lui retombait en mèches folles sur le front. Hormis cette première impression, il y avait quelque chose dans sa présence qui évoquait le corbeau, le charognard à l'affût. « Est-il sorti de son sanctuaire ?» demanda l'homme en noir, en montrant le bureau vide et l'obscurité au-delà. « Je suis désolé, » répondit Quérion. « Je n'ai vu personne. Je viens tout juste de vous remarquer. Ce n'est pas de ma faute si je fais si peu de bruit. Regardez mes pieds, ils sont si petits. » L'homme tendit la main vers ses souliers noirs, impeccablement cirés. Quérion, sans réfléchir, se pencha, puis, se sentant piégé, il leva les yeux vers l'inconnu, lequel était tout sourire.
Vous avez l'air bien ennuyé, dit l'homme corbeau. Pardon ? Rien, je vous embête, je le vois bien. Sur ce, l'homme en noir s'écarta, les pans de son manteau voltant légèrement dans les airs. Il s'en fut parcourir des rayons plus éloignés. « C'est la première fois que je vous vois par ici ?» fit-il. « C'est la première fois que je viens » répondit Kerion. « Avez-vous lu ceci ?» reprit l'inconnu en extirpant des étagères un livre à la couverture noire, dépourvu de tout titre. « Non, jamais » répondit Kerion sans même jeter un œil à l'ouvrage. Il lui semblait qu'il valait mieux agir de cette manière avec ce personnage qui paraissait, d'une manière indéfinissable, tout à fait étranger. « Vous cherchez sûrement quelque chose de particulier » poursuivit l'homme en noir qui rangea alors l'ouvrage sur son étagère d'origine. « Et je sais bien ce que c'est d'être en quête de quelque chose de vraiment spécial. Avez-vous déjà entendu parler d'un livre vraiment très particulier, qui ne soit pas consacré à un sujet, mais qui soit, en vérité, ce sujet même ? Et, pour la première fois depuis son apparition, l'homme en noir, tout importun qu'il soit, avait réussi à intriguer Kerion. « Ça me paraît... » commença-t-il. « Ah, le voilà !» s'exclama alors le petit homme en noir. « Je vous demande pardon. » Visiblement, le libraire, leur ami commun, avait fini par faire son apparition. Il se tenait derrière le comptoir, les yeux fixés sur ses deux clients. « Mon ami !» fit l'homme corbeau en s'avançant, main tendue vers le maître des lieux, homme à la lisse calvitie et à la molle corpulence. Ils se serrèrent la main, puis ils discutèrent à voix basse, bien trop basse pour que Victor Kerion puisse suivre leur conversation. L'homme corbeau fut alors invité à se rendre derrière le comptoir et, guidé par l'obèse libraire, se fraya un chemin dans les ténèbres de l'arrière-boutique. En un lointain recoin de ces ténèbres, le vif contour rectangulaire d'une embrasure de porte s'illumina. Une ombre immense et bicéphale franchit le seuil. Victor Kerion, abandonné au milieu des ouvrages sans valeur de la librairie, éprouva le triste sentiment qui s'empare de celui qui n'a pas été invité, de celui que l'on a délaissé. Il était plus que jamais contaminé par des espoirs et des curiosités informes. Il comprit bien vite qu'il lui était impossible de rester à l'extérieur de ce seuil radieux qu'avaient franchi les deux autres et sur lequel il se tenait désormais, bouche cousue. La pièce qui se présentait à ses regards était une sorte d'enclos encombré, dans lequel se dressait un autre box formé par des étagères au milieu desquelles étaient pratiquées 4 allées, des plus étroites. Du seuil, Kerion ne comprit pas comment il pouvait pénétrer le second enclos, au cœur duquel résonnaient les murmures des deux autres. Il s'avança, silencieux, et commença à explorer les rayonnages de la pièce extérieure, où s'étalait tout un butin d'ouvrages, 'ouvrages, 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 'ouvrages,
il sentit, sans tarder, que l'attendait un titre d'une nature spécifique. Les indices s'accumulaient. Les livres qu'il examinait servaient de preuve en cette folle enquête, lui fournissant tous un signe mystérieux, venant réveiller ses capacités interprétatives et lui insuffler la foi nécessaire à la poursuite de son projet. La plupart de ses ouvrages étaient composés en des langues étrangères qu'il ne lisait pas. Certains usaient de codes reposant sur des caractères familiers, d'autres relevant de cryptographie totalement artificielle. Il trouva cependant dans chacun de ces livres une obscure indication, un détail plus ou moins important, plus ou moins indirect. Étrangeté typographique, feuillets et reliures d'une facture inhabituelle, schémas abstraits dénonçant des rituels ou des fantaisies qui n'avaient rien d'orthodoxe ni d'occulte. Quelques planches illustrées lui inspirèrent des aspirations plus puissantes encore. Ces images et gravures mystérieuses décrivaient des scènes et des situations qui ne ressemblaient à rien de connu. Synotoglyphes et les noctuaires du Tin se faisaient l'écho de systèmes si étranges, si éloignés des traités et textes connus de la tradition ésotérique qu'il se sentit rassuré sur le sens de sa quête. Alors qu'il franchissait l'un des angles de l'enclos interne et remarquait, tremblant, qu'une porte était ouverte devant lui, le murmure se fit plus audible, bien que toujours aussi peu distinct. Son attention fut au moment même, sans raison apparente, attirée par un petit volume de couleur grisâtre posé de travers dans l'espace laissé libre entre deux énormes livres. Cet ouvrage avait été remisé sur l'étagère la plus haute, ce qui força Querion à s'étirer de tout son long, comme en un lit de torture verticale. S'efforçant de ne pas trahir sa présence par un gémissement de souffrance, il put enfin s'emparer entre le pouce et l'index du volume couleur de cendre, guère plus coloré que son propre visage. Sans un bruit, il parvint dans la douleur à le déloger. Ce haut fait accompli, Querion se replia lentement, retrouvant sa stature originelle, et jeta un coup d'œil aux pages friables de l'ouvrage, lequel semblait consacré à une chronique de rêves singuliers. Et cependant, les passages que Querion examina n'étaient pas tant une transcription de visions déréglées que leur incarnation tangible, non pas tant la simple rhétorique que la chose en elle-même, comme l'avait évoqué l'homme corbeau. Le langage employé était dépourvu du moindre naturel. Il n'était pas fait mention d'un auteur. Le texte, du reste, donnait l'impression de ne parler que par lui-même, et à lui-même. Ces mots, pareils à des ombres qu'aucune forme ne créait en dehors du livre. Mais bien qu'ils semblassent tirés d'un idiome tout en mystère, ces mêmes mots avaient un sens des plus clairs et suscitaient en leur lecteur une appréhension viscérale du phénomène auquel les quelques lettres qui figuraient sur la couverture du livre donnaient un nom. Effleurant de son index droit ces signes recroquevillés, profondément gravés dans la reliure rigide du volume, Victor Querion n'en sentit pas la matérialité. Ce fut comme s'il avait deviné le nom qu'elle formait. Vastarienne. Se pouvait-il que le livre fût une sorte d'invocation d'un monde dont la genèse était à venir? Et du reste,
Était-ce bien un monde ? Et non, plutôt l'essence irréelle d'un monde qui eût été purgé de tous ses éléments naturels par un ineffable procédé d'extraction, les jours distillés en rêve, les nuits en cauchemar. Chacun des passages dans lesquels il entra l'enchanta et l'horrifia par des images et des incidents si grotesques, si chaotiques, que le sens qu'il donnait ordinairement à ces mots se désintégra en même temps que le reste. La règle de ce royaume semblait être celle de l'étrangeté conquérante, et l'imperfection engendrait, chose paradoxale, l'idéal. Miracle de l'anormalité, merveille de la création déviante. Il y avait là de l'épouvante indéniablement, mais une épouvante que ne venait affadir aucun sentiment de joie perdu, aucune quête contrariée du bien. Au lieu de cela, était proclamée une délivrance par la damnation. Et si Vastarienne était un cauchemar, c'était un cauchemar spiritualisé par l'absence totale d'alternative. Le cauchemar comme norme. Ah, désolé, je n'avais pas vu que vous étiez égaré jusqu'ici. Couina le libraire d'une voix au perché et ténue. Il venait de surgir de la chambre intérieure et se tenait devant Kérion, les bras croisés sur son large torse. Merci de ne rien toucher. Et puis-je vous reprendre ceci des mains ? Le bras droit du libraire se tendit, puis reprit sa position initiale, l'homme aux yeux pâles n'ayant pas restitué le volume. « Je voudrais l'acheter, je crois, » dit Kérion. « Oui, j'en suis certain, pour peu que le prix soit raisonnable, » acheva le libraire. « Mais qui sait ? Peut-être n'êtes-vous pas en mesure de juger de la valeur de ces livres. Celui-ci... » Le libraire sortit de la poche intérieure de son veston un petit carnet et un crayon et griffonna quelques chiffres. Il arracha la page sur laquelle il avait écrit et la brandit sous le nez de l'acheteur potentiel avant de ranger crayon et carnet avec la plus grande assurance, comme si l'affaire était réglée. « Mais il doit y avoir une marge de discussion, » protesta Kérion. « J'ai bien peur que ce ne soit pas le cas, » répondit le libraire. « Pas avec un ouvrage unique en son genre, comme le sont nombre de ses livres. Et cependant, celui que vous tenez, ce seul volume... » Une main se posa sur l'épaule du libraire, semblant éteindre par ce geste sa voix. L'homme corbeau apparut alors dans l'allée, les yeux fixés sur l'objet de la dispute. « Vous ne trouvez pas ce livre quelque peu difficile ?» demanda-t-il. « Difficile ?» fit Kérion en écho. « Je ne sais pas. Si vous voulez dire par là que le langage est curieux, je ne peux qu'être d'accord, mais... » « Non, l'interrompit le libraire. Ce n'est pas du tout ce qu'il veut dire. Veuillez nous excuser un instant, dit l'homme corbeau. Il se retira avec le libraire dans la chambre intérieure. Ils y discutèrent à voix basse un moment. Après que leurs murmures eurent cessé, le libraire revint. Il avait fait erreur, déclara-t-il.
Le livre était certes une curiosité, mais son prix était bien moindre que celui annoncé. S'il n'était assurément pas bon marché, du moins correspondait-il maintenant aux moyens de ce client-là, qui s'emporta immédiatement acquéreur. Ainsi prit forme la double obsession de Victor Kerion pour certains ouvrages et certains mondes hallucinés, bien qu'il semblât en fin de compte fallacieux de distinguer entre ces deux phénomènes. Le livre ne se contentait pas de décrire ce monde étrange. Il en était, d'une obscure manière, une vraie composition, la forme incarnée de ce monde. Par la suite, Kerion étudia tous les jours les épisodes hypnotiques du petit volume. Et toutes les nuits, en rêve, il mena des expéditions imprécises dans ces extraordinaires paysages. Il avait visiblement découvert le fait ou le gouffre de l'irréel, cette utopie d'épuisement, de confusion et d'ordure où prend fin la réalité, dans les ruines de laquelle on peut alors demeurer. Et il ne fallut pas longtemps à Kerion pour retourner au magasin dodécaédrique afin d'interroger le libraire obèse au sujet du livre et d'apprendre, sans l'avoir cherché, l'histoire de sa vente. Lorsqu'il parvint devant la porte de la boutique, au beau milieu d'un après-midi grisâtre, Victor Kerion fut étonné de la trouver fermée à double tour, cette porte qui s'était si facilement ouverte à sa première visite. Lorsqu'il se mit à pousser et tirer sur la poignée d'une main nerveuse, le battant ne bougea pas d'un pouce. Il y avait de la lumière à l'intérieur du magasin, si bien que Kerion prit une pièce de monnaie dans sa poche et tapota sur la vitre. Enfin, quelqu'un émergea de la pénombre de l'arrière-boutique. « Fermez !» indiqua le libraire par une gesticulation sans équivoque, de l'autre côté de la porte. « Mais... » Et Kerion tapota sur sa montre. « Peu importe !» tonna le gros homme. Puis, après avoir scruté son client dépité, le libraire tourna la clé dans la porte et l'entr'ouvrit de manière à pouvoir mener un bref échange. « Et que puis-je faire pour vous ? Je suis fermé. Il vous faudra revenir un autre jour si... J'avais juste une question à vous poser. Vous vous souvenez du livre que vous m'avez vendu il y a quelques jours ? » ?»« Oui, je m'en souviens, » répondit le libraire, que la question n'avait pas l'air de surprendre. « Et je peux vous dire que j'étais diablement impressionné, de même bien sûr que l'autre homme. »« Impressionné ?» fit Kerion en écho. « En ce qui le concerne, le terme est mal choisi. Je dirais plutôt fou de joie, » poursuivit le libraire. Il m'a dit « Le livre a trouvé son lecteur. » Et comment ne pas être d'accord avec lui ? Je crains fort de ne pas comprendre. Le libraire cligna des yeux, muet. J'espérais pourtant que vous commenciez à y voir clair depuis le temps, finit-il par expliquer au bout d'un moment,
non sans réticence. « Il ne vous a pas contacté, l'homme que vous avez vu ce jour-là ?»« Non. Pour me dire quoi ?» Nouveau clignement de paupières du libraire. « Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça dehors. Ça s'est refroidi, vous ne trouvez pas ? Entrez, je vous prie. » Tandis que Victor Querion s'exécutait, le libraire sortit la tête et balaya du regard les quelques marches qui menaient à son magasin, puis la rue, le plus loin qu'il pouvait. Après quoi, il ferma la porte et poussa légèrement Querion de côté. « J'ai juste une chose à vous dire. L'autre jour, je ne me suis pas trompé sur le prix du livre. C'est bien la somme qui a été réglée par l'autre homme, moins celle bien inférieure que vous m'avez versée. Je n'ai escroqué personne, lui encore moins que quiconque. Il aurait été ravi de payer encore plus cher pour que le livre atterrisse dans vos mains. Et bien que je ne sois pas très certain de ses motivations, il me semble que vous devez être au courant de ce détail. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas acheté pour lui, ce livre ? » La confusion s'inscrivit sur les traits du libraire. Il ne lui servait à rien. Lorsqu'il vous a posé des questions sur le livre, vous n'auriez sans doute pas dû vous trahir. Lui dire ce que vous saviez. Mais je ne sais rien, hormis ce que j'ai lu dans le dit livre. Je ne suis revenu vous voir que pour vous interroger sur son origine. Son origine ? C'est vous qui devriez me l'expliquer. Je ne savais même pas que l'ouvrage figurait dans mes stocks. J'ai bien essayé de vous le reprendre en lui attribuant ce prix excessif. Mais j'aurais dû savoir qu'il ne me laisserait pas faire. Ne vous y méprenez pas, je ne vous réclame rien. J'ai déjà, en l'occurrence, violé toutes les règles de la confidentialité. Mais le cas est si singulier. Très impressionnant, si vous êtes bel et bien le lecteur de ce livre. Victor Querion, s'étant rendu compte qu'il avait été attiré dans une discussion mystificatrice, voire mensongère, il obtempéra sans regret lorsque le libraire ouvrit la porte pour l'inviter à partir. Cependant, il apprit bien vite la raison pour laquelle il avait fait si forte impression au gros libraire. Il sut également pourquoi l'inconnu, qui ressemblait à un corbeau, avait été si généreux. Ce passeur d'un livre au mystère duquel il était aveugle. Querion comprit en temps utile que l'inconnu n'avait donné que pour posséder une chose qu'il ne pouvait acquérir par d'autres moyens, qu'il lisait le livre par les yeux d'un autre et qu'il en volait les secrets dans l'âme même de son lecteur légitime. Querion enfin se rendit compte de ce qui lui arrivait et la manière dont ses curieuses nuits de rêve étaient affectées de l'intérieur. Ce phénomène, cependant, ne lui apparut pas immédiatement. Pendant quelques nuits de plus,
alors que les contours de Vastarienne se livraient lentement un chemin dans les ténèbres de ses songes. Une immense terre émergea de son profond et propre sommeil, venu d'un lieu sans coordonnées ni dimension. Et tandis que les bâtisses aux angles singuliers se manifestaient de nouveau, elles semblaient grandir et pousser vers le ciel, charmant le regard du rêveur, l'attirant vers leur hauteur. Progressivement, le paysage acquit des nuances, de la souplesse. La création n'eut de cesse que de se densifier, de se complexifier dans sa noire matrice. Les rues étaient des entrailles sinueuses serpentant dans ce corps obscur. Chaque immeuble, l'os saillant d'un squelette pourvu d'une fine musculature d'ombre. Petit à petit, cependant, Victor Kerion en vint à se rendre compte que quelque chose venait altérer le déroulement de ses rêves. Le monde de Vastarienne semblait perdre de sa consistance, de son étang. Puis, une nuit, alors que sa vision s'amplifiait pour mieux étreindre la forme déchiquetée et mystérieuse d'un rêve donné, tout sembla se dérober. Et Kerion fut abandonné au bord d'un néant sans rêve. Les Dolons chéris s'éloignaient, rapetissaient dans le lointain. Kerion n'avait plus désormais sous les yeux qu'une simple rue qu'encadraient 2 rangées d'immeubles convergentes. À l'autre bout de la rue se dressait une immense forme en ombre chinoise, plus haute que les maisons. Ce colosse ne bougeait ni n'émettait le moindre son, mais dominait de plus en plus massivement l'horizon où paraissait finir cette ultime rue. L'ombre géante absorbait toutes les autres formes et croissait en stature, tandis que le paysage du rêve se rétractait et s'amenuisait. Les contours de ce titan paraissaient être ceux d'un homme, mais figurait dans le même temps la silhouette d'un oiseau ténébreux et vorace. Même si Victor Kerion se réveilla avant que le charognard eût fini de dévorer ce qui ne lui appartenait pas, il n'était pas certain d'en être toujours capable. Le rêve pourrait bien un jour passer entre les mains d'un autre. Si bien que Kerion conçut et mit en œuvre l'acte nécessaire à la conservation de ce qu'il avait si longtemps désiré. Vastarienne, murmura-t-il dans les ombres et le clair de lune de sa chambrette dépouillée, dont une porte de métal tout d'un battant l'empêchait de fuir. Un petit carreau de verre épais était enchâssé dans cette porte, afin qu'il pût être surveillé nuit et jour. Puis, sur la fenêtre qui donnait sur la ville, qui n'était pas
Vastarienne, était appliqué un lourd et rigide grillage. « Jamais !» psalmodia une voix qui eût pu être la sienne. Puis, avec plus d'insistance, « Je lui ai dit, jamais, jamais, jamais !» Lorsque la porte s'ouvrit et qu'entrèrent quelques hommes en uniforme, Victor Quérion hurlait jusqu'au rauque limite de ses capacités vocales, essayant d'escalader l'épais grillage qui voilait la fenêtre, comme s'il cherchait à se frayer un chemin difficile vers une improbable liberté. Les hommes, bien sûr, le plaquèrent au sol, puis l'étendirent sur son lit et lui entravèrent les poignets et les chevilles. Puis, une infirmière entra d'un pas vif, tenant une mince seringue couronnée d'une aiguille argentée. Tandis qu'elle l'enfonçait dans le bras de Quérion, il continua à hurler des mots que tous les autres avaient entendus déjà, développant à chaque exclamation l'air connu de son injuste incarcération. L'homme qui l'avait tué, disait-il, se servait de lui d'une horrible façon qu'il ne pouvait ni expliquer, ni rendre crédible. L'homme ne pouvait pas lire le livre, oui, le livre qu'ils avaient sous les yeux, et volait les rêves engendrés par le dit livre. « Vole mes rêves !» bredouilla-t-il à voix basse, tandis que la piqûre faisait son effet. « Vole mes rêves !» Les gardiens de Victor Quérion s'attardèrent un moment autour de son lit, fixant en silence le dormeur immobilisé. Puis l'un d'entre eux tendit la main vers le mince volume et aborda un sujet qui leur était à présent familier. « Qu'est-ce qu'on peut en faire ? On lui a appris des tas de fois, mais il y en a toujours un qui revient. En plus, ça n'a pas de sens. Regardez, les pages sont vierges, complètement vierges. Alors, pourquoi passe-t-il des heures à lire ce bouquin ? Il fait que ça. On devrait peut-être en parler à un des chefs ? Bien sûr, c'est toujours possible. Mais qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? Qu'il faudrait interdire à un autre détenu de lire ce fameux livre parce que ça le rend violent ? Après quoi, ils nous demanderaient pourquoi nous ne pouvons pas séparer le dit détenu du dit livre ? Et qu'est-ce qu'on leur répondrait ? On serait bien ennuyés. Il y a de quoi passer pour des détraqués. Il suffirait d'ouvrir la bouche pour qu'on nous prenne tous pour des fous. Et si quelqu'un nous demande quelle est la signification de ce livre pour lui, ou même quel est son titre, qu'est-ce qu'on pourrait bien dire ? Et, comme pour répondre à cette question-là, un mot fut proféré par le fou criminel qu'il venait d'attacher à son lit. Mais aucun de ses gardiens ne pouvait en comprendre le sens. Il faisait partie d'un monde de réalité envahissante et cependant imparfaite. Ils resteraient jusqu'à la fin de leur jour, enchaînés à leur corps, tandis qu'ils avaient atteint désormais un lieu qui ne devait rien à la matière. Et jamais, semblait-il en vérité, jamais ne pourrait-on le contraindre d'abandonner ce monde de merveilles capricieuses. Jamais. Et voilà qui est une fin d'histoire.